Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cœur de patrimoine. Chaque mercredi, vous le savez, sur Radio Patrimoine, nos experts vous aident à décrypter vos placements et à faire les bons choix d'investissement. Alors, pour ce 57e numéro de Cœur de patrimoine, on va s'inviter dans les vignes pour parler investissement dans le vin. Et puis ensuite, on zoomera sur l'immobilier, marché, taux, climat, politique, perspective. Vous saurez tout. C'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et aujourd'hui, pour débuter ce Cœur de patrimoine, on s'intéresse donc au monde du vin en vous présentant un moyen particulier d'y investir. C'est le groupement foncier viticole ou GFV dans le langage patrimonial. Et pour ce faire, on reçoit Julien Dupont. Bonjour Julien. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Vous êtes CGP d'abord et gérant de gfv-enligne.com. Voilà, comme ça c'est donné. Vous retrouverez bien évidemment, comme à chaque fois, le lien dans le descriptif. Le GFV, le groupement foncier viticole, c'est vrai que c'est un outil patrimonial très intéressant, mais qui n'est pas le plus connu du grand public. C'est vrai que quand on dit investir dans le vin, généralement, on pense plutôt directement aux bouteilles, aux sous-jacents. On ne pense pas au GFV. Est-ce que vous pourriez nous le redéfinir, entre guillemets, expliquer dans les grandes lignes pourquoi c'est une solution patrimoniale intéressante? Alors effectivement, il faut bien distinguer l'investissement dans le vin, où on va éventuellement acheter des bouteilles de vin. Là, on achète vraiment le foncier. C'est-à-dire qu'on va se porter acquéreur de parcelles de vignes et non pas de bouteilles de vin. Et ces parcelles de vignes seront attachées à l'exploitation d'un vigneron et d'un loyer qui sera redistribué, qu'on appelle le fermage dans cet environnement. Comment ça fonctionne? Parce que on achète des vignes, effectivement, on les confie à un vigneron, voilà, ça fonctionne comment? Est-ce qu'il y a un ticket minimum? Comment est-ce qu'on y investit? Alors c'est assez simple en fait dans le fonctionnement. On va constituer, grâce aux capitaux d'investisseurs, une société civile qui va se porter acquéreur d'une ou plusieurs parcelles de vignes. Ces parcelles de vignes seront ensuite données en exploitation à un vigneron qui sera précédemment sélectionné et qui, en échange de cette exploitation, vous doit un loyer qu'on appelle le fermage, comme je le disais. Et ce fermage, en fait, est défini par un arrêté préfectoral chaque année qui indique un nombre d'hectolitres de vin que l'on convertit en nombre de bouteilles. Donc, on reverse à nos associés un nombre de bouteilles en fonction du ticket de leur investissement, qui est prédéfini également. D'accord, donc on a dit on n'investit pas dans des bouteilles, mais au final on récupère quand même des bouteilles. Le loyer effectivement est servi en bouteille, mais il peut trouver aussi un équivalent en numéraire. C'est-à-dire que les gens ont cette option, cette faculté de pouvoir choisir en amont s'ils seront pour l'année en cours servis en bouteille ou servis en numéraire. Et du coup, il y a un ticket minimum, enfin pour un épargnant, pour pouvoir faire partie de la fête, entre guillemets? Ah oui, absolument. On essaie de définir des tickets d'investissement qui sont relativement accessibles pour que nos investisseurs puissent aussi diversifier, parce que le GFV, le groupement foncier viticole, est avant tout un outil de diversification et éventuellement de plaisir et éventuellement de transmission. Mais c'est aussi et surtout la possibilité avec des tickets modestes, faut relativiser quand même, on est entre 5 et 10 000 euros minimum d'investissement et l'objectif c'est de permettre à nos clients de pouvoir diversifier sur un grand nombre de vignobles ou d'appellations différentes pour construire une sorte de portefeuille viticole. Et avoir du coup une cave aussi diversifiée éventuellement si on choisit le paiement entre guillemets en liquide. Lorsque on parle d'une solution patrimoniale intéressante, parce qu'on est en France quasiment à chaque coup, on nous dit, bon, et qu'est-ce qu'il en est de la fiscalité? J'imagine qu'il y a un avantage fiscal. Alors, qu'est-ce qu'il en est avec le GFV? Il y a un avantage fiscal, il y a une carotte, il y a quelque chose? Pas à l'entrée, ou alors il peut y avoir, effectivement, sous certaines conditions, on peut structurer une opération qui pourrait permettre d'obtenir une réduction d'impôt au moment de la souscription, mais ça sous-entend un bail qui serait différent, le format du bail serait différent. Mais dans nos opérations, on privilégie un autre format, qui est celui de la récurrence du rendement, de la stabilité du rendement, qui est défini dans le bail que l'on va signer entre le groupement foncier viticole et l'exploitant, c'est-à-dire le vigneron. Donc en fait, on va avoir quelque chose qui est fixe pour investir et peut-être éventuellement réfléchir à une problématique de transmission ou de donation. C'est le seul avantage fiscal que l'on puisse avoir
avec un abattement de 75%, qui n'est non négligeable, 75% jusqu'à 600 000 euros, permettant de n'avoir une assiette taxable que de 25% du montant de votre investissement. Mais donc plutôt sur la succession, enfin sur la transmission. Transmission et l'impôt sur la fortune immobilière avec des montants différents. On va jusqu'à 600 000 pour la transmission donation et jusqu'à 100 et quelques mille euros pour l'impôt sur la fortune immobilière. Donc 75% d'abattement. Ce sont les avantages fiscaux qui sont assortis à ce dispositif. Alors, vous avez prononcé le mot immobilier en nous emmenant dans le domaine de l'IFI. C'est un peu... donc, c'est de l'immobilier, entre guillemets, avec un petit effet Canada, quoi. C'est de l'IMO sans en avoir vraiment. C'est un peu, j'ai envie de dire, comme une SCPI, comme... Alors, on détient, effectivement, c'est une manière de détenir à plusieurs un actif immobilier. On achète un terrain, on achète le terrain avec ce qui est planté dessus, c'est-à-dire la vigne en l'occurrence, et c'est ce qui nous rapproche de l'investissement immobilier classique en direct ou éventuellement de la SCPI pour le co-investissement. Mais ce qui va vraiment différer, c'est principalement l'encadrement. On a un organisme d'État qui s'appelle la SAFER qui est là pour contrôler les prix du foncier viticole et du foncier agricole. C'est vrai aussi pour l'encadrement des loyers. Je l'évoquais tout à l'heure avec le fermage. Le fermage est défini dans un arrêté préfectoral. Donc on a un cadre qui n'est pas celui de l'immobilier, même si le sous-jacent, effectivement, est un actif immobilier. Je vais être un peu vulgaire, mais on peut parler rendement ou pas? Quel est le rendement moyen d'un GFV, on va dire, sur les 5-10 dernières années? Alors le rendement, il y a deux possibilités de calculer. Il y a effectivement le montant de la dotation que vous allez percevoir chaque année en bouteille par rapport au montant de votre investissement. C'est le rendement qui sera servi annuellement. Et ça dépend de l'appellation, ça dépend du vigneron aussi également. On peut se dire qu'on est entre 3 et 6% suivant les projets financés. Mais il y a aussi le TRI. Le TRI, c'est une donnée qui n'est pas souvent bien maîtrisée, mais qui, en soi, permet de donner un indicateur de la qualité de l'investissement par rapport à d'autres investissements. Le TRI prend en considération l'évolution du prix sur une dizaine d'années et les cash flows annuels qui sont liés au rendement qu'on évoquait juste avant. Et si on est sur le TRI, sur l'opération que l'on mène, que l'on termine actuellement, on est sur un TRI qui est supérieur à 8%. C'est-à-dire que vous, régulièrement, chez GFV en ligne, vous avez une opération dans tel vignoble, puis un peu plus tard, une opération dans un autre vignoble. Il y a quasiment des saisons, c'est ça? Il n'y a pas d'effet de saisonnalité. On travaille toute l'année sur différents projets. On essaie de varier surtout les appellations d'un projet à l'autre et de ne pas les mettre en concurrence. Que les gens puissent, au fil de l'année, investir sur différents projets dans différentes régions viticoles françaises. Bon, alors c'est vrai que quand on aborde l'idée d'une stratégie patrimoniale, on essaye d'avoir une vision un peu à long terme, de bon père de famille, etc. Bon, malgré tout, parfois, la vie nous réserve quelques mauvaises surprises, quelques aléas, et donc quelque chose qu'on a choisi d'inscrire dans la durée, on se retrouve peut-être avec la nécessité d'en sortir. Là, comme on est à la frontière de l'immobilier, comment ça se passe? On peut sortir d'un GFV, c'est un placement liquide, sans mauvais jeu de mots, il y a un marché secondaire, vous assurez, entre guillemets, un marché secondaire? Alors, il faut déjà avoir à l'esprit que c'est un investissement de long terme, qu'il convient d'avoir en tête que vous devez mobiliser des liquidités qui seront immobilisées à long terme. C'est ça qu'il faut avoir en tête et éventuellement dans un souci successoral. Cela dit, si vous avez besoin effectivement de revendre vos parts, ça dépend du marché dans lequel on se situera, mais globalement, il y a 3 niveaux de liquidité. On avertit la gérance de son souhait de vouloir céder ses parts. Le vigneron a un droit de préférence, il peut se positionner à l'achat. S'il ne le fait pas, on sollicite les autres associés du groupement. S'ils ne le font pas, à ce moment-là, on va effectivement solliciter le marché secondaire pour trouver un nouvel acquéreur, un nouvel entrant au sein du groupement foncier viticole. Mais c'est vous, chez GFV en ligne, qui aidez, entre guillemets, l'épargnant En soi, s'il le souhaite, oui. Sinon, il n'y a aucune obligation à ce qu'on se positionne. Il peut céder de gré à gré sa part ou ses parts. On dit un petit mot des risques ou pas? Il y en a? Bien sûr, oui, comme tout investissement. On voit, par exemple, cet été, on a vu les incendies qui ont ravagé une grande partie de certains vignobles. Ouais. Alors, le risque climatique existe, évidemment, mais il y a aussi un risque de baisse de valorisation du foncier, qui est comme n'importe quel investissement immobilier, peut effectivement subvenir.
survenir, mais c'est aussi peut-être le risque de baisse ou de l'illiquidité que vous évoquiez juste avant, hein. C'est-à-dire qu'on a la baisse du foncier qui pourrait sous-entendre une baisse de la liquidité potentielle. C'est des risques qu'il faut prendre en considération. On n'est pas sur des actifs qui subissent des volatilités terribles, hein. On est sur quelque chose de plutôt défensif, dont la valorisation est plutôt stable et régulière que quelque chose d'erratique qui va subir de grosses fluctuations. Bon, pour terminer, je vous laisse faire le pitch, entre guillemets, et les 2-3 petits tips comme ça ou conseils que vous devriez donner à un épargnant qui ce matin s'est dit « Ah bah tiens, pourquoi pas mettre un petit peu d'économie dans un GFV ?» Alors déjà, premier conseil, c'est mobiliser de l'épargne dont vous n'aurez pas besoin dans un futur très proche. Ça, c'est le premier conseil. Et puis ensuite, choisissez une appellation qui vous titille les papilles, quelque chose qui vous stimule, qui vous plaît, parce que vous serez amené à consommer éventuellement ou à déguster ce vin pendant un certain nombre d'années. Donc veillez à ce que l'appellation, le cépage vous sied et vous plaise pour une longue durée. Et quand vous mettez une opération entre guillemets sur le marché, justement le client futur, il peut goûter le vin pour être sûr que le vigneron travaille bien, que... Alors si effectivement le vigneron a déjà une très forte notoriété et qu'il est connu en métropole et plus loin encore, le problème ne se pose pas. Mais effectivement, pour les vignerons dont la notoriété est un petit peu moins forte, on met en place un coffret dégustation que les associés peuvent commander directement en ligne et recevoir les bouteilles et se faire leur propre avis. Avant de sauter. Voilà. On fait aussi des vidéos de dégustation avec une œnologue conseil qui permet d'avoir déjà de vérifier que le cahier des charges de l'appellation est bien respecté. Ça s'appelle donc un groupement foncier viticole et c'était défendu ce matin dans Cœur de patrimoine par Julien Dupont pour gvenligne.com. Merci Julien d'être passé. Merci Cédric. Et à très bientôt dans Cœur de patrimoine. Nous on poursuit ce matin notre voyage et on va parler immobilier. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on parle donc immobilier un petit peu pur après avoir passé un moment dans les vignes. On parle immobilier parce que ce marché reste bien évidemment au cœur de vos préoccupations patrimoniales. Après un été contrasté, qu'en est-il de cette rentrée ? On accueille pour en parler Brice Cardy. Bonjour Brice. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, le PDG du réseau L'Adresse. Comment est-ce que vous qualifieriez l'ambiance un petit peu de cette période de rentrée ? On a vu juillet dynamique. Après, petite pause en août, j'ai envie de dire sans doute un peu classique, mais malgré tout, est-ce que ça dit quelque chose du comportement des acheteurs aujourd'hui ? Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que ça va mieux que l'an dernier à la même période. Bon. Donc on va commencer par les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que ça va nettement mieux que l'an dernier à la même période, et on aura le temps de parler de chiffres qui viennent apporter la preuve de ce que je raconte. Non, on s'est un petit peu emmarché en dents de scie. En effet, en juillet, tout le monde a répondu présent. Au mois d'août, plus essentiellement les primo-accédants, qui sont ceux qui pensent plus que les autres que dans un an, ça ne sera pas forcément mieux. D'accord. Donc ça veut dire que finalement, ce phénomène un petit peu de yo-yo, que ce soit les annonces qu'on peut faire sur les taux ou les annonces qu'on peut avoir au niveau du climat social et politique national ou géopolitique international, finalement, ceux-là, et rappelons-le pour celles et ceux qui nous écoutent, ce sont ceux qui font qu'un marché est dynamique et ou très dynamique. Ceux-là, clairement, ils sont aux abonnés présents, motivés et assidus tout au long de l'été, notamment, comme je vous le disais, au mois d'août. Et pourquoi vous faites cette espèce de distinguo entre les primo et les secondo-accédants ? Eux, ils sont pas là ? Alors, parce que c'est comme ça qu'on arrive à connaître et comprendre son marché quand on a l'analyse. En gros, aujourd'hui, dans les grands traits, on peut dire que c'est entre 40 et 45% du marché qui est tenu par les primo-accédants. Celles et ceux qui ont été les plus pénalisés dans tout ce qu'on a pu entendre dire en 2023 et 2024 sur, vous savez, le taux d'usure et autres. Ce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent... Tous les critères du HCSF, etc. Voilà, ce qu'il faut dire clairement, c'est que les banques avaient, pour plein de raisons qui les regardent, et on les comprend, elles prêtaient à perte. Donc, elles avaient clairement fermé les robinets. Et à ceux-là, donc eux, clairement, ont été complètement écartés du marché. Je rappelle, ce sont eux qui font la dynamique, le dynamisme d'un marché. Les secondo-accédants, eux, c'est une grosse partie aujourd'hui. Je crois qu'on est à peu près à 35%. C'est pas négligeable. Ceux-là, pareil, on peut parler d'eux parce que ce sont ceux qui font la pluie et le beau temps. Parce que pour pouvoir arriver sur le marché et acquérir un bien, faut-il encore se libérer de celui que l'on possède déjà. Et ceux-là ont mis le temps qu'il a fallu pour pouvoir entendre raison grâce à des médias comme le vôtre et comprendre à un moment donné que, pareil, ça ne sera pas forcément mieux après. Et puis surtout qu'ils étaient très gênés, ces secondo-accédants,
par le taux souvent auquel ils avaient emprunté il y a 5-6 ans, qui était excessivement bas, non ? Oui, mais pas que. La Ouais. conséquence de ce que vous dites, c'est le prix auquel ils ont acheté. Oui, c'est ça. Ouais. Le vrai problème, donc je ne sais pas si on va parler Oui, de c'est prix, ça, il y avait les taux et les prix, ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais. En gros, si on avance peut-être un peu le sujet sur les prix, mais juste une petite parenthèse sur ce sujet-là, qui est peut-être la plus importante, c'est que aujourd'hui, on commence à parler des prix en disant, ça y est, ça repart, les prix à la hausse. Mais très important d'y aller vraiment avec des pincettes sur ce sujet-là, à la condition de savoir de quelle c'est ça. année on compare. Aujourd'hui, selon les endroits où on se trouve et le type de bien que l'on possède, on est sur des prix aujourd'hui qui sont à peu près ceux qu'on a connus jusqu'en 2018. Ça veut dire que 2019, 2020 et toutes les années qui suivent, et le temps, vous le savez, Cédric, passe très vite. Donc en gros, aujourd'hui, tous les secondo-accédants qui détiennent leurs biens depuis 5 à 7 ans, bah ceux-là, s'ils entendent quelqu'un, comme vous le savez, qui a double casquette, où j'anime le réseau, mais j'ai aussi mes points de vente, et vous avez le président qui dit que les prix augmentent, mais cela, on leur dit en gros qu'ils ont perdu peut-être en fonction des biens, comme on l'a eu dans certaines de mes agences, jusqu'à 150 000 euros pour des personnes qui ont acquis une maison en 2020 ou 2021, et qui, pour un projet d'expatriation, on explique que la même maison qu'ils ont acheté 750 000 euros, payé des frais de notaire, Ouais, c'est ça. plus les quelques travaux de décoration, on leur explique qu'aujourd'hui, on aurait du mal à la vendre 650 000. Si ceux-là, ils m'ont entendu Ça dans pique. votre émission dire que les prix augmentent, ça pique. Donc vraiment, c'est un marché qui est pas si simple, mais tant mieux, parce qu'il a le mérite d'avoir redistribué les cartes. Et finalement, plus c'est compliqué et moins il y a de professionnels pour pouvoir assumer et porter le bon message auprès de ses clients. Bon, Brice, vous avez mis des pourcentages là avec les primo-accédants, les secondo-accédants. On n'est pas à 100 quand on les additionne, c'est-à-dire qu'il y a d'autres profils, Ouais, les investisseurs. Le profil qui manque aujourd'hui et qui est aux abonnés absents depuis quelques mois, ce sont les investisseurs pour les raisons que vous devez connaître, mais qu'on peut rappeler. L'instabilité politique, qui dit instabilité politique, dit instabilité fiscale et financière. Si à ça vous rajoutez les réglementations qui donnent toujours, malgré quelques efforts et quelques améliorations, raison plus aux locataires qu'aux propriétaires, ce déséquilibre ne rassure personne. Et puis vous rajoutez la complexité aujourd'hui d'avoir mis haut et fort la barre très très haut pour la France, à savoir notamment le principe d'être un très bon élève au niveau de la taxe carbone et autres. À force de vouloir avoir des très très bonnes notes, quand on met finalement la solution avant les moyens et surtout toute la filière pour pouvoir répondre à cette demande, que ça soit ceux qui réalisent les DPE, l'exactitude des DPE, mais pire encore, la capacité à pouvoir trouver des artisans pour réaliser les travaux avec les mêmes subventions qu'on nous met haut et fort, mais pour en disposer, c'est le parcours du combattant, parce que si c'est pas un artisan RGE, on n'a pas les subventions. Bref, les Français s'y perdent. Et C'est mieux, il va y avoir un QR code maintenant. Il va y avoir un QR code, en effet, on progresse, mais c'est vrai qu'on attend vraiment d'avoir mal très très mal pour aller voir le médecin, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, on fait un peu les choses à l'envers. Il aurait fallu, si on pouvait refaire l'histoire, il aurait fallu aller voir les personnes concernées, comprendre comment elles travaillent, qu'est-ce qu'elles sont capables de pouvoir dispenser sur le territoire pour être capables de répondre justement aux objectifs visés, et on a fait les choses à l'envers. Donc nous, on ne cesse, si vous voulez, de s'adapter, mais là, le temps commence à être long. Il est long pour les patrons, il est long pour les collaborateurs qui travaillent, enfin, c'est long et compliqué pour tout le monde. Mais on ne va pas se plaindre, on n'est pas une branche d'activité isolée, c'est compliqué pour beaucoup de Français. Une fois qu'on a parlé de tous ces acteurs du marché, parlons un peu des biens maintenant. Quand on regarde un petit peu les notes que vous m'avez fait passer pour préparer notre interview, les biens les plus demandés, ce sont les maisons familiales, 3 chambres minimum avec jardin, entre 200 et 300 000 euros. C'est un nouveau standard, ça ? Alors, c'est pas un nouveau standard. Là, vous parlez en effet de biens en région, dans des endroits où on peut encore trouver une maison à 200 300 000 euros. Ouais. Là, quelque part, vous remettez une pièce dans le jukebox. Donc, je vais justement, si j'ai le temps, de bien expliquer ce qu'on a eu comme problème. Tout à l'heure, on parlait d'argent, on parlait des banques. Une fois de plus, selon le marché où vous vous trouvez, ça peut aller jusqu'à 9 ventes sur 10. Au niveau du territoire, c'est 8 ventes sur 10 qui passent par la case crédit. Ouais. Les mêmes banques qui, ces 2 dernières années, ont complètement revu, et c'est tout à fait normal par rapport à une situation tendue, l'emploi et tous les autres critères qui vont autour, notamment l'apport. On est passé de 30% d'apport en 2023 et 2024 à aujourd'hui quelque chose d'à peu près normal autour de 10%. Acquérir une maison à moins de 300 000 euros, autant vous dire que si vous habitez dans une grande agglomération et qui plus est Paris, il faut faire quelques kilomètres. Ouais. Donc aujourd'hui, cette tendance, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, notamment les grandes agglos et notamment Paris et Île-de-France,
où à 300 000 euros, vous ne trouvez pas grand-chose, parce que ce qu'il faut vraiment rappeler, c'est qu'en 2024, les biens qui se sont vendus au-dessus de 300 000 euros, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc c'est pour ça que les grandes agglomérations, là où l'immobilier est cher, ont particulièrement souffert. Et c'est ça qu'on a constaté depuis le début de l'année 2025, c'est cette correction. C'est que ça y est, les banques sont revenues avec des conditions d'octroi qui sont devenues plus convenables, plus acceptables, et ce sont finalement les grandes agglos qui étaient les premières à avoir souffert de la crise, qui reviennent doucement mais sûrement sur le marché, et notamment sur ce type de biens. C'est en effet c'est les grands appartements, les maisons, enfin tout type de biens avec 3-4 chambres qui aujourd'hui refont le retour de ces acquéreurs, tout simplement parce qu'elles ont pu avoir un accord. D'accord, donc il n'y a pas de question de standard, c'est juste ce marché-là avait été dégradé par les banques et aujourd'hui il retrouve entre guillemets la place qu'il avait. Exactement. Le rêve de la maison individuelle, les Français l'ont toujours eu dans le cœur et dans le ventre et partout où vous voulez. Et très clairement, aujourd'hui, c'est juste les banques qui rendent à nouveau possible à beaucoup plus de Français qu'elles ont pu le faire en 2024 de réaliser finalement ce rêve. Le fait que les prix aient eu baissé, ça veut dire que ce sont vraiment entre guillemets les acheteurs qui ont la main en ce moment, qui peuvent encore un peu négocier, ou est-ce que on a toujours un petit peu cette question qui revient de se dire est-ce que c'est un marché qui est à la main des vendeurs ou des acheteurs ? Il y a eu ce phénomène. Il y a eu ce phénomène sur les villes que j'évoquais préalablement, c'est-à-dire les grandes agglos où très franchement, quand je dis que ça a été grippé, c'est a été grippé. Je vous donne un exemple tout bête. Moi, vous savez, j'ai double casquette. J'anime le réseau et j'ai une douzaine d'agences. J'ai une agence à Marly-le-Roi. Marly-le-Roi, qui est proche de Versailles. À Versailles, on a un de mes sociétaires qui est un gros cabinet de syndic. Au niveau des états datés, donc les mutations dans le collectif, ça a été jusqu'à moins 70% en 2024. Donc quand on parle de baisse des volumes à 20-25%, on parle de macro. Si vraiment on va sur certains endroits, certaines villes, c'est pas 20-25% qu'on a perdu. C'est que le marché a été complètement à l'arrêt. Dans ces moments-là, oui, l'acquéreur était roi. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, cet acquéreur, il faut le réconcilier avec sa capacité à prendre la bonne décision, celle de toujours acheter, surtout quand on est primo-accédant. Quand on est primo-accédant, alors soit on est tanguiste, alors c'est pour ceux qui n'ont pas la ref, on vit encore chez ses parents, ou on est locataire, et si on est locataire, entre payer des loyers à fond perdu et passer par la case propriétaire, l'amortissement, quel que soit le taux que vous pratiquez, reste le meilleur choix, pratiquement dès les 3 premières années. Bref, l'équilibre aujourd'hui, il est plutôt pas mal. La tendance est plutôt bonne pour les acquéreurs, parce que cela, il faut aussi leur rappeler que sur le marché ultra dynamique qu'on a connu pendant, je crois, pas l'un de 8 ou 9 années d'affilée, la limite du système jusqu'en 2021, c'est que vous n'aviez pas le temps de visiter les biens. Oui, c'est ça. Ouais. Vous preniez un rendez-vous et puis on vous rappelait en disant « Désolé, ça a été vendu ». Et vendu au prix. C'est-à-dire que parfois, vous n'aviez même pas eu le temps de réfléchir sur ce que vous alliez faire ou pas faire et voir si que vous étiez... Oui, on disait il faut d'abord aller tout boucler à la banque avant de rentrer dans une agence immobilière. C'est ça. Ouais. Donc, alors maintenant, c'est le même effet, mais pour une autre raison, c'est que les conditions d'octroi se sont quand même un peu complexifiées, donc il faut absolument le valider. Mais quoi qu'il arrive, il faut rappeler, parce que ça, on a tendance on a une espèce de mémoire collective et sélective qu'on oublie très, très, très clairement. Aujourd'hui, les acquéreurs ont plus de choix. Nous, au niveau du réseau, on constate qu'on a à peu près 10% de biens supplémentaires à proposer à nos clients si on doit le comparer à l'année précédente, et encore plus si on le compare aux années d'avant. On a plus de temps, justement, pour pouvoir... Il ne faut pas non plus s'endormir, parce qu'on a, quand les estimations sont respectées, on a à nouveau aujourd'hui des offres au prix. Ouais. Mais pareil, petite pause, à la condition que le prix ait bien été fixé, respecté par le professionnel. Le professionnel, il n'a aucune raison de mettre un bien volontairement trop cher pour prendre le risque. Oui, ça a été souvent le fantasme, de se dire je vais essayer de le vendre plus cher, mais... C'est comme l'impression, généralement, on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne impression, c'est exactement la même chose pour vendre son bien. Mais restons sur les choses positives, plus de biens à proposer, plus de temps pour pouvoir s'emporter acquéreur et prendre la réflexion, et surtout le temps de faire des devis, notamment sur tout ce qui va être énergétique et autres. Et encore aujourd'hui, malgré un marché qui, selon à quoi on le compare, est-ce que c'est sur un trimestre glissant, est-ce que c'est sur une année glissante, mais une année 2024 qui a été une année qui avait besoin justement de se réconcilier avec des prix qui n'étaient plus ceux qu'il fallait pratiquer. Aujourd'hui, si je dois faire quelque chose de général, on est encore au moins à 10% de prix en deçà de ce qu'on a connu de mieux en fonction du type de bien et du type de secteur sur lequel on se trouve. Est-ce que ce marché, enfin, ça fait des mois que chaque fois qu'on parle d'IMO, on dit c'est la cata, c'est ceci, c'est cela. Là, on a l'impression qu'on reprend un peu d'oxygène, qu'on peut à
à nouveau réfléchir, espérer, rêver, etc. Est-ce que vous redoutez que tout notre marasme politique, budgétaire, de notation, et j'en passe, puisse un peu renvoyer le moral dans les chaussettes? Non, pour une raison évidente, c'est que les Français, globalement, ont su s'adapter. Globalement, on le voit dans différents sondages par rapport à l'intérêt qu'ils portent à la politique de manière générale. Je crois que globalement, ils s'en foutent de plus en plus. La seule chose, en effet, je l'avais évoqué dans d'autres médias, ça ne s'est pas encore produit, c'est si on a un niveau de dissolution, je pense que même s'ils sont préparés, ils s'adaptent, ils passeront par la case, mais pas eux, une fois de plus, les banques. Ouais, Moi, vous savez, ça fait 30 ans que je fais ce métier, ça fait 30 ans que je suis agent immobilier. Je savais à quel point les banques étaient omniprésentes dans notre filière. Je ne pensais pas à ce point-là. Les banques, il faut rappeler que quand le président Macron a dissous l'an dernier, il y a eu en effet un arrêt brutal, mais pas parce que les Français ont voulu s'arrêter, mais parce que tout simplement, les banques leur ont dit nous, on ne peut pas vous donner. Pour le moment, on stop, on attend pour voir. Même l'heure, ils ne vous la donnaient pas. En gros, les banques ont attendu le premier tour. Quand ils ont vu à peu près la couleur qu'allait prendre le Parlement, enfin l'Assemblée, les banques sont revenues sur le marché. Donc, à part un arrêt, si demain le président devait à nouveau dissoudre, on le voit bien au niveau du gouvernement. J'étais en comité de direction avec mes agences, une dizaine d'agences avec mes managers. On a fait une première semaine de septembre plutôt pas mal. Bon. Donc, très franchement, vous savez, les Français, d'être bien chez soi, ça, c'est déjà quelque chose qui est vraiment important pour les Français. Et dans l'être propriétaire, une fois de plus, ils n'ont pas attendu que je vienne sur le plateau pour vous le dire. Ils savent que c'est toujours mieux que d'être locataire. Et y compris pour les investisseurs, on peut leur dire que s'il y a certains qui auraient des velléités d'aller nous piquer de l'argent sur nos comptes en banque, une fois qu'ils sont dans la pierre, on ne pourra pas... Valeur refuge. Après, les investisseurs, c'est un peu plus compliqué. Parce que la fiscalité, etc., le meublé, pas meublé... le statut du bailleur privé, ça fait pas 1 an, ça fait 10 ans qu'on en parle. Et encore, quand je dis 10 ans, ça se trouve, je vais me faire taper sur les doigts. Peut-être plus. C'est plus. Donc voilà, donc là, l'idée, c'est clairement d'avoir, à l'image de l'instabilité qu'on a aujourd'hui, l'investisseur, il a besoin de savoir où il met les pieds, et aujourd'hui, c'est pas trop. Du coup, vous êtes plutôt confiant pour la fin de l'année Je n'ai pas le choix. Non. Il faut aborder les choses de Non, mais c'est pas de la méthode Coué, c'est de la conviction. Non, c'est la conviction. Une fois de plus, la conviction, elle repose sur la capacité de ce qu'on entend, que ça soit en haut ou en bas des banques. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous dire, oui, on a des objectifs qui sont, quoi qu'il arrive, 20% au-dessus de l'année dernière. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les banques continuent à prêter. Alors oui, avec des conditions, déjà l'apport qui a vachement diminué, qui a beaucoup pénalisé les grandes agglos. Donc ça veut dire également que les banques, elles ont confiance, quoi qu'on en dise, dans le marché. D'accord. Quand elles ont augmenté les conditions d'apport de 30%, c'était pas juste pour embêter les Français. C'est que quand vous achetez un bien, généralement, la détention moyenne, c'est 9 ans. Mais vous pouvez avoir un aléa de vie, un divorce. Vous pouvez avoir un aléa, perte d'emploi, déménagement. Dans cette période-là, les banques, elles ont anticipé le marché en disant, s'il y a un aléa et qu'on est sur un marché baissier, on fait comment par rapport à la garantie qu'on a prise sur le bien? On n'est pas bon. Aujourd'hui, on revient à une normalité avec à peu près 10% d'apport et avec un octroi, même si en effet elles financent, mais comme toujours, d'abord les meilleurs dossiers et un peu moins facilement les moins bons, elles sont présentes. Non, il faut regarder les signaux qui sont positifs, ils sont nombreux, il faut continuer à s'adapter, c'est difficile pour tout le monde et il faut continuer à faire notre métier de la meilleure manière. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un ménage qui hésite un peu d'acheter, lui dire que les taux de demain seront probablement plus hauts que ceux d'aujourd'hui, que finalement dans les questions de budget, etc., aujourd'hui un emprunteur français emprunte finalement moins cher que l'État français que... Je dirais ce que les primos, comme je vous le disais en début de cette émission, ont déjà compris, c'est qu'en gros, un tien c'est mieux que 2 tu l'auras. Et ça, ce sont les primos clairement qui nous le disent. On les a sondés et clairement, ils sont conscients que, vu le marasme national et international qu'on vit au quotidien, est-ce que demain, ça sera mieux? Pas sûr. C'est pas sûr du tout. Et la seconde chose qui est peut-être plus compliquée, c'est les fameux propriétaires secondo-accédants qui sont de retour également, qui pour la plupart sont à l'écoute. Alors les meilleurs, c'est ceux qui arrivent et qui disent « c'est bon, je sais, j'ai pas eu l'argent, mais il n'y a pas de problème, je suis au courant ». Ceux-là, c'est ceux qu'on préfère. Les autres, c'est ceux qui, quelque part, à travers des taux historiquement bas ou, contrairement à certaines exceptions, on ne peut pas faire de la portabilité ou du transfert de crédit, ceux-là vous disent « ça m'embête vraiment parce que j'ai emprunté à 1 et aujourd'hui, on ne va pas pouvoir me prêter à moins de 3 ». Et puis surtout sur le prix. Et ça, sur le prix, ça paraît bête, mais on a tendance, dans la culture pas française, la nature humaine, à plus voir ce qui fait mal que ce qui fait bien. Et nous, on essaye à travers des formations de sensibilisation de leur dire oui, en effet. Vous avez peut-être... Vous avez perdu, vous allez perdre peut-être 100 000 € sur la vente de votre bien, mais le bien qui vous intéresse demain, est-ce que vous voulez savoir combien il valait il y a 4 ans?
ou il y a 3 ans. Et quand on leur dit la valeur des choses, ils disent, en effet, voilà, c'est une sorte de vase communicant en disant je perds à gauche, mais je gagne à droite. Et en gagnant à droite, j'économise également des frais de notaire et tout ce qui suit. Donc c'est pas si mauvais. Après, une fois de plus, c'est une question de professionnalisme. Et contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de gens qui nous écoutent, là, je parle beaucoup et je parle vite. Mais c'est un métier qui repose de plus en plus, et tant mieux pour la profession, qui repose de plus en plus sur la capacité à prouver les choses de manière extrêmement objective et factuelle. Et c'est là que, bien évidemment, il faut des outils, des services. Et le réseau que j'ai la chance de représenter, le réseau L'Adresse, n'en manque pas. Merci beaucoup, Brice. Merci, Cédric. PDG donc du réseau L'Adresse. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Cœur de Patrimoine. Merci de nous avoir suivis à nouveau et rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau décryptage de l'actualité et des meilleures stratégies d'investissement. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.